dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Subir des injustices flagrantes, se voir privé de leurs droits, se faire insulter, se faire rabaisser, se faire tuer. Voilà les conséquences, la réalité de toutes les personnes sujettes au racisme, et ce jour après jour. Les chiffres sont formels. Les hommes noirs constituent la population le plus à risque au monde, les chercheurs estimant qu'une personne sur 1000 mourra pour cause de violences policières. Ils ont aussi 2,5 fois plus de chances que les hommes blancs de se faire tuer par la police. Ces chiffres sont énormes et nous incitent à nous interroger clairement sur le racisme et sur ses impacts, mais plus précisément, en vue de la situation actuelle, de donner des réponses concrètes, applicables à notre communauté et à notre pays. De ce fait, le racisme existe-t-il réellement au Maroc ? Mais surtout, comment s'exprime-t-il ? Il y a beaucoup de discrimination ici au Maroc, déjà dans la communauté. Donc la discrimination, on les subit tous les jours. C'est des insultes, des racismes. Tu sors, on t'appelle Asie, tu sors, on te dit pourquoi tu es là, que tu ne dois pas être là, tu n'es pas chez toi. Il m'arrive de ne pas vouloir sortir de chez moi. Il m'arrive de vouloir ne pas aller dans un café, de ne pas sortir du tout, parce que je ne supporte plus. Et de plus on manifeste, de plus on en parle, de plus ça devient dur ici au Maroc. On ne comprend plus rien. Un pays qui a tout, là, tout. Le Maroc est très beau. Le Maroc a une très bonne image au niveau international. Donc je ne vois pas pourquoi un pays qui a tout, mais que dans la mentalité, c'est autre chose. Donc c'est une société malheureusement qui est comme ça. Le Maroc, un pays connu pour son hospitalité et sa beauté, est aussi un pays où existe une rivalité et un racisme entre ses habitants de différentes provenances. Ce racisme est dû à un esprit tribal ancré en eux depuis des siècles. Ce racisme est non seulement présent en interne, mais aussi envers des personnes d'une Afrique subsaharienne. Le Maroc est aussi connu pour son histoire, sa culture et ses traditions. Et pour enfin pouvoir comprendre d'où provient ce racisme, il nous est essentiel de comprendre cette histoire. Les événements actuels aux États-Unis nous montrent plus que jamais qu'il est temps de briser ce silence autour d'une époque où le Maroc plaçait les Noirs en dehors de notre communauté. Du XVIe siècle au XXe, des Noirs ont migré de manière volontaire vers le Maroc. Mais une très grande majorité d'entre eux a été victime de la traite des esclaves à travers le Sahara vers le Maroc. Et donc, sans forcément le vouloir, les Marocains ont gardé, au fil du temps, cette idée qu'un Noir, quelle que soit son origine, sa provenance ou son identité, n'est malheureusement pas digne d'un traitement juste et sans retenue. Le Maroc est devenu la principale voie de passage des migrants, principalement issus de l'Afrique subsaharienne, y trouvant refuge, avenir, stabilité et conditions de vie favorables. Selon le Haut Commissariat au Plan, 40% des étrangers résidant au Maroc sont des Européens et 41,6% des Africains, dont une large majorité est issue de l'Afrique subsaharienne. Cependant, de nombreux témoignages font aussi état d'un racisme latent. Le Maroc a toujours été reconnu comme étant une terre d'accueil, un carrefour des cultures où l'hospitalité est érigée au rang de devoir social. Mais cette image commence à être écornée ces dernières années par les agissements de certaines personnes. En effet, on remarque une occidentalisation de la pensée du Marocain, mais pas dans le bon sens. Certes, on commence à perdre certaines idées néfastes et obscurantistes, mais on les remplace par des idées encore plus destructrices, comme par exemple la prévalence du jeu sur le nous, ou encore le délaissement de nos us et coutumes et la perte de notre identité culturelle. On commence même à idolâtrer les peuples occidentaux, quitte à renier nos origines, à dénigrer nos concitoyens. On a tous déjà entendu cette phrase de la part d'une personne, d'un proche, d'une personne dans la rue qui nous disait qu'elle serait mieux loin du Maroc et loin de son peuple. Et je pense que c'est ce genre d'idée qui fait que ces personnes se sentent supérieures à la société dans laquelle elles évoluent, qui fait qu'elles deviennent racistes envers leurs concitoyens. Le malaise entourant la question du racisme et la discrimination quotidienne à l'égard des migrants subsahariens est malheureusement bien plus importante que ce que l'on croit. Nous sommes persécutés par les Marocains, on ne sait pas où vivre, il fait froid, on nous met dehors, on n'a pas de logement, rien. On veut même payer les maisons pour les contrats, on refuse. Vous voulez quoi? On veut la vérité, il faut dire la vérité. C'est ce que moi, c'est ça ma vérité. Si je suis là
là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un phénomène qui a été beaucoup trop banalisé, et c'est l'utilisation de certains termes qui sont très péjoratifs et très racistes. Et malgré que certaines personnes s'émancipent et que disent que non, ce sont des termes qui sont absolument normaux et qui ne sont pas racistes, ils le sont. Donc pour vous expliquer un petit peu plus d'où viennent les termes zid, daraoui, khlouch, etc., il faut revenir à l'histoire. Avant, il existait ce qu'on appelait les haratines. Les haratines, ce sont littéralement les morts noirs. Ce sont des esclaves qui se sont émancipés, ce sont des personnes, d'anciens esclaves. Et ce terme s'est aujourd'hui développé pour devenir ce qu'on connaît avec les sti, avec le daraoui, etc. Et ça reste toujours un mépris racial à l'égard de personnes noires, que ce soit un Marocain noir ou des personnes qui viennent du Sub-Sahara ou autres, des personnes de couleur noire. Et ces termes sont aujourd'hui tellement banalisés qu'ils sont devenus normaux, et qu'on ne se rend pas compte qu'en fait ce sont des insultes. Mais quand on fait partie de cette partie chanceuse, si je peux me permettre, du lot, on ne se rend pas compte que ce sont vraiment des insultes. Et quand on voit aujourd'hui des annonces sur internet pour des appartements et qu'ils écrivent interdit pour les Africains, comme si le Maroc ne faisait pas partie de l'Afrique, ou alors qu'on voit des SDF partout dans la rue qui se font racketter, qui se font voler juste parce qu'ils sont noirs, et que ça fait réellement mal au cœur, surtout quand on comprend que le Maroc essaie de dégager une image de pays d'accueil, de terre d'accueil. Le racisme au Maroc ne se limite pas seulement au stade du vocabulaire raciste et discriminatoire, mais d'autres formes se manifestent à leur tour, et ce, dans les endroits les plus improbables, normalement censés assurer une sécurité physique et émotionnelle pour tous. Pas tellement facile de s'adapter, mais bon, maintenant ça va. À la fac, quand même, on n'a pas de problème. C'est dans la rue qu'on rencontre quelques difficultés. C'est la peur de l'autrui, en fait, plutôt que du racisme, parce que les gens qui disent que les Marocains sont racistes, ils ont même de dire que les Marocains, en même temps, ils sont gentils. Au sujet du racisme, selon mon humble avis, à travers mon statut d'étudiant à l'École nationale de commerce et gestion de stats, une école qui regroupe une très grande diversité culturelle, que ce soit à travers ses étudiants issus de différentes régions marocaines ou de nos camarades qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ou en général de tous les étudiants qui viennent des quatre coins du monde, je trouve que malheureusement notre vie associative elle ne profite pas pleinement et à 100% de cette richesse culturelle. L'engagement, l'intégration et la contribution des étrangers à l'organisation des événements à l'UNCG Stat reste faible compte tenu de leur nombre parmi nous. Notre école elle compte plus de 15 nationalités. Donc les chiffres démontrent ça d'ailleurs. Par exemple, revenant des statistiques de l'année universitaire 2017-2018, sur tous les 10 événements organisés à l'UNCG Stat, il y a seulement 2 événements qui connaissent la participation d'étrangers, que ce soit à travers l'organisation, à travers la collaboration avec un autre club. Donc c'est des chiffres qui sont faibles, des chiffres qui nous poussent à se demander la raison, et ne pouvons pas nier et dire que le racisme n'a aucun rôle à jouer ici. Ce problème de racisme, il est plus complexe que l'on le croit. Parce que si on demande par exemple à des groupes d'étudiants, je parle de la pluralité, si on demande d'un groupe d'étudiants à l'UNCG Stat, est-ce qu'ils ont des complexes par rapport au racisme, est-ce qu'ils sont racistes, ils vont vous répondre en toute sincérité qu'ils n'ont aucun problème, qu'ils sont ouverts d'esprit, qui sont prêts à découvrir toutes les cultures, à travailler avec n'importe qui. Mais lorsqu'on observe leur acte, leur geste, ils relèvent d'actes, c'est des actes discriminatoires qui peuvent offenser quelqu'un d'autre. C'est ça le plus dangereux dans tout ça, c'est comme si on est devenu prédisposé au racisme. C'est comme si le racisme il est devenu ancré en nous, on le manifeste d'une manière inconsciente et on risque de blesser quelqu'un d'autre. Au Maroc, les étrangers, et plus spécifiquement les migrants subsahariens, font face à une discrimination à l'embauche considérable. Malgré qu'ils soient hautement qualifiés et dotés d'excellentes compétences, ils ne sont pas sollicités par ces entreprises afin d'occuper des postes à haute responsabilité et à forte valeur ajoutée, en comparaison avec des concitoyens marocains qui peuvent être moins qualifiés qu'eux. Et cette situation-là conduit ces étrangers, dans le meilleur des cas, à opter pour des postes pour lesquels ils ne sont pas ou peu qualifiés, des postes à faible valeur ajoutée, ou, dans le pire des cas, à être confrontés à une précarité extrême
et à manger ou travailler dans des secteurs informels pour vivre au jour le jour. Les entreprises prennent la dimension culturelle comme excuse afin de ne pas intégrer ces étrangers-là et considèrent qu'ils ne sont pas proches de la culture marocaine et qu'ils y sont totalement étrangers car ils ne maîtrisent pas le dialecte marocain ou autre. Le gouvernement, malgré son optique et ses premiers pas de régularisation de la situation de ces étrangers-là en leur octroyant des titres de séjour, ne favorise pas leur emploi dans le territoire marocain. À mon sens, j'estime que ce gouvernement-là, en collaboration avec la CGEM, se doit d'imposer des quotas minimaux d'emploi d'étrangers dans les effectifs des entreprises sous peine de paiement d'amendes ou d'impôts supplémentaires afin de favoriser et d'encourager le tissu économique marocain à recruter plus d'étrangers. Toutes ces fâcheuses conséquences nous amènent à songer aux véritables décisions entreprises par l'État et par la société civile. Celles qui permettront d'instaurer une justice, de servir de support, d'alléger les peines. C'est dans cette optique que le Maroc se doit d'entreprendre certaines mesures permettant d'équilibrer les choses et de redonner espoir. Comme nous le savons, le Maroc accueille tous les ans un nombre très important de migrants provenant de l'Afrique subsaharienne. Malgré les différents discours et plans présentés par le gouvernement visant à améliorer la situation de ces migrants, il est clair qu'aujourd'hui, ces efforts-là ne sont pas suffisants. La majorité de ces migrants sont aujourd'hui dans des situations irrégulières, sont délaissés et sont même parfois maltraités par les forces de l'ordre. Il est donc important pour l'État de mettre en place un dispositif plus efficace visant à améliorer les circonstances dans lesquelles ces personnes sont accueillies et s'assurer qu'elles sont traitées de manière digne et humaine, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. L'État doit aussi mettre en place un plan de lutte contre le racisme qui inclut la création de campagnes visant à expliquer ce qu'est le racisme, comment il se manifeste et comment ses victimes en sont affectées. Une sanction plus ferme et plus sévère de toute forme de racisme et de discrimination pour mieux protéger les victimes, la mise en place d'une unité spéciale de lutte contre la propagation de haine sur Internet, la mise en place d'un système de signalement de contenu illicite, l'intégration de modules qui valorisent des notions d'égalité et d'antiracisme dans l'éducation des jeunes, et enfin la formation des enseignants et des fonctionnaires de l'État sur des questions de racisme individuel et institutionnel. Toutefois, peu importe les mesures appliquées ou les solutions données, cela n'égalera jamais le sentiment d'injustice et les répercussions psychologiques omniprésentes chez les victimes de racisme, qui peuvent commencer à penser qu'ils le méritent, que ce genre d'action est ordinaire et qu'ils ne peuvent rien y faire. Avons-nous oublié que nous sommes tous des êtres humains, partageant une seule et même terre, et que toute personne est unique par ce qu'elle a à l'intérieur, et non pas selon le peuple auquel elle appartient? Quand est-ce que le sentiment de supériorité a-t-il commencé à subsister chez nous autres, les êtres humains? Quand est-ce que certaines personnes ont estimé qu'ils pouvaient décider de la valeur des autres? Avons-nous égaré nos valeurs les plus importantes, celles qui consistent à apprendre à coexister entre nous, celles qui essayent de nous faire part, qui essayent de nous dévoiler l'importance de s'aimer, de se connaître soi-même avant de pouvoir connaître les autres?